Salut, ça fait longtemps. Mon ordi était cassé donc j'ai pas fait de vidéo, désolé. Et du coup j'ai essayé ma guitare. Du coup à un moment je vais me lever pour récupérer ma guitare parce qu'il y aura une chanson à la fin. Ce qui est une drôle de manière de commencer cette vidéo. Je commence du coup en te disant salut, c'est Lola et je fais une vidéo encore une fois sur la force et la vulnérabilité que je vais appliquer à un domaine beaucoup plus intime et je vais essayer de te filer un concept qui va être utile quand tu voudras parler de ce que tu ressens. Ça va être le concept d'espace mental. Donc ton espace mental, c'est un peu ta conscience, c'est ton énergie, c'est un peu tout ça. Mais avant qu'on commence à vendre des pieds, avant que je commence à te vendre des bracelets de merde là, je vais plutôt essayer de t'expliquer ce que c'est l'espace mental. Mais d'abord, je vais te rappeler ce que c'est force et vulnérabilité parce que j'ai envie que ça rentre dans ta tête. Donc la logique de force, on se rappelle, c'est la logique de contrôle, c'est la logique de manipulation, c'est aussi une logique de calcul. Ça, c'est un truc que j'ai réalisé plus récemment. C'est une logique de destruction, de prédation et de contrôle globalement. La logique de vulnérabilité, elle, c'est plutôt un truc de guérison, de construction. C'est ce qui est un peu de faible en toi, mais c'est aussi ce qui grandit en toi. Mais pas à l'échelle sociale, hein, plutôt à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. C'est ce qui fait qu'on devient quelqu'un de beau et magnifique et splendidement queer, etc. Et du coup, l'espace mental, qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? Pas grand-chose, si ce n'est que les choses qui viennent de toi, elles apparaissent plus ou moins, pas naturellement, mais elles apparaissent dans ton espace mental et elles viennent de toi et donc elles ont intérêt à rester là, et en tout cas elles ont leur place à l'intérieur de toi. Par exemple, la fierté, c'est un truc qui prend du temps à fabriquer, mais c'est important que ça reste en toi et c'est normal que ça soit là. Si ça vient de toi en général, il y a peu de raisons pour que ça vienne, pour que ça soit quelque chose que tu doives sortir de là. Par contre, au contraire, les choses qui sont issues de la force, en général, elles sont imposées à toi. Par exemple, l'obéissance, la peur, la honte, c'est des choses que des gens fabriquent à l'intérieur de leur tête, ou au contraire, reçoivent à l'intérieur de leur tête, et le copient et te le mettent dans ta tête. C'est ce qui va se passer quand quelqu'un qui a honte d'être gay va te transmettre une honte d'être gay, telle ou telle opinion oppressive sur n'importe quel sujet. En fait, on se refile un peu les logiques de force et de contrôle comme un virus. Et en général, ça commence à l'enfance, on t'apprend à avoir honte de tel ou tel sujet. En fait, l'idée, pour que tu retiennes comment ça marche l'idée d'espace mental, c'est que c'est comme une chambre personnelle et que tu trimbales dans ta tête et que les gens y rentrent, pas forcément très loin, ils peuvent juste rentrer pour poser un colis, rentrer très loin pour tout taguer ou rentrer complètement à l'intérieur pour voir quitter à l'intérieur de toi, sentir ton âme et ton aura, etc. Ça se voit que j'ai pas eu d'été, que j'ai pas pu aller au festival et que j'ai pas pu voir de hippie. Enfin bref. Et du coup, cette idée d'espace mental, imagine que c'est ma chambre, bienvenue dans mon espace mental, c'est très cosy, machin. Et dedans, il y a les choses qu'on t'a mis dans la tête et que toi, t'as choisi d'avoir dans ta tête. C'est ce qui fait qu'en général, on arrive à faire ce qu'on veut, c'est qu'en fait, on a que ce dont on a besoin. Par exemple, moi, si je veux faire de la musique, j'ai mon piano, si je veux taper des trucs, j'ai mon clavier, si je veux écouter de la musique, j'ai ça, si je veux bricoler, j'ai ça. Et si quelqu'un débarque ici, il va sûrement mettre son manteau ici, là, et me foutre le bordel, et donc je saurais pas où est mon téléphone, tu vois. Ça, c'est quelqu'un qui m'impose son truc. Mais c'est pas forcément très grave, ça c'est plus maladroit, ça fait mal, mais c'est pas très grave. Non, l'espace mental, c'est plus grave quand les gens vont t'enlever des trucs dont t'as besoin, en disant non mais ça, tu vois, ça c'est un casque de merde, je vais te le prendre, tu devrais avoir honte d'avoir un casque aussi moche. Du coup, moi j'ai quand même besoin de mon casque. Ou au contraire, ils vont te mettre un truc encore plus merdique, tu vois, ils vont te mettre une machine à honte, ils vont te mettre une caméra là, comme ça tu seras jamais à l'aise, et en plus, comme c'est leur caméra, tu peux pas l'enlever, tu vois. Ou pire, ils vont te laisser un micro, tu vois, comme ça, tu peux plus rien faire, tu sais que peut-être il écoute, tu vois. C'est ça qui est badant. Et donc l'idée, c'est que c'est un espace qui est quand même intime, et donc il faut avoir le consentement de quelqu'un pour aller dedans. Idéalement, mais des fois il faut quand même rentrer dans l'espace mental de quelqu'un pour le faire bouger. Par exemple, moi je pense que ça aurait été bien que quelqu'un me rentre dans ma tête et me dise de me casser de chez mon ex. Ça reviendra, je vais en reparler parce que j'ai encore les dents là-dessus. Et du coup, si tu veux interagir avec quelqu'un, et tu vas avoir besoin d'interagir avec des gens parce qu'on est des humains, on a besoin d'interagir, il va falloir que tu demandes son consentement à cette personne, et si quelqu'un veut t'aider, il va falloir qu'il te demande son consentement. Tu peux pas sauver quelqu'un, et spécialement pas contre sa volonté. Et l'idée d'espace mental, c'est aussi cool dans le sens où on laisse un accès aux gens, ce qui fait qu'ils peuvent venir nous aider quand on a besoin, que nous on peut venir les aider quand on a besoin. Et c'est en ça aussi que ça peut être très positif de s'ouvrir aux gens, d'ouvrir son espace mental aux gens pour qu'ils viennent te dire ce qu'ils pensent de tel ou tel sujet.
Le truc, c'est que quand je dis aux gens de faire face à leur vulnérabilité, donc d'ouvrir leur espace mental sur leur trauma et de l'affirmer, de virer toute cette honte qu'ils ont à l'intérieur d'eux, de virer toute cette peur et de se rendre compte qu'ils ont des gens autour d'eux qui peuvent prendre soin d'eux, c'est que quand tu t'ouvres, en fait, y a un peu n'importe qui peut rentrer et potentiellement, même des gens en qui tu as confiance vont pouvoir foutre la merde à l'intérieur. Et du coup, je vais essayer de maintenant t'expliquer comment on fait pour défendre son espace mental. Je suis une assez bonne référence là-dessus parce que de base j'ai aucune défense en fait. Si tu veux me dire un truc, ça va m'affecter toute ma vie. Littéralement, il y a une meuf, elle m'a dit que je devrais pas manger de la viande si j'étais antispéciste. Entre ça et la meuf végétarienne que je voulais pécho, j'ai plus mangé de viande depuis. Littéralement. On n'a aucune conscience, la violence animale, etc. Bon, ça a un petit impact, mais littéralement, ce qui m'a le plus fait bouger, changer personnellement, c'est que cette personne, elle m'a foutu cette idée dans la tête. Elle avait raison, fondamentalement. Et moi, je voulais pas qu'elle ait raison. Du coup, j'ai fait exactement ce que j'ai appliqué la logique immédiate. J'ai arrêté de manger de la viande à ce moment-là. Le truc, c'est que du coup, je vais sauter toute la partie que j'ai écrite dans ma vidéo parce que c'est super chiant et que ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. Je vais quand même préciser un petit truc. Je parlais à un moment des violences communautaires. Oui, j'aime bien écrire un script et ensuite partir sur une impro totale. J'ai essayé d'expliquer qu'en fait, dans les violences communautaires, ce qui se passe, c'est que ton espace mental, comme il est bloqué vers certaines personnes, comme sur les réseaux en fait, et accessible à d'autres, il y a des gens qui vont être beaucoup plus violents parce que quand ils te passent un truc, ça va direct très profond. Alors que tu vois, les fachos, eux, s'ils veulent me laisser leur lettre d'insulte, je les ouvre même pas, elles vont même pas dans ma boîte aux lettres, ça va direct dans la boîte des spams et du coup, ça m'affecte pas, tu vois. Alors que si j'ai une pote qui me dit que elle trouve que j'ai un mauvais style, et si c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, ça va arriver direct très profond et je vais avoir du mal à l'enlever parce que c'est le bordel dans ma tête. Et un espèce d'outil qui va être important là-dessus, ça va être la fierté, mais je vais en reparler. Du coup, on va repartir au début de comment on fait pour défendre son espace mental, maintenant que vous avez plus ou moins compris ce que je voulais dire. Et si c'est désordonné, c'est parce que c'est désordonné dans le mien, mais j'aime bien mon bordel parce que tout est accessible. Quand je range des trucs, je ne les trouve plus, tu vois. Donc pour commencer par défendre son espace mental, du coup j'ai un petit récap des trucs qui me sont arrivés, comme ça tu vas savoir à quel point mon espace mental n'était pas rangé et absolument contrôlé par quelqu'un d'autre. Oui, je suis en bas du script parce que c'est pas ma première prise. En fait, à un moment, si j'ai développé cette idée sur l'espace mental, c'est parce que j'étais avec quelqu'un chez qui j'arrivais pas à fermer mon espace mental. J'ai envie de dire EM, mais ça fait en marche en fait, du coup je vais juste dire espace mental tout le temps, ça va vous saouler, mais c'est pas grave. En fait, j'avais un ex qui rentrait dans ma tête tout le temps et qui foutait son bordel tout le temps. Simplement, elle était rentrée par une logique de culpabilité d'abord, mais ensuite c'était juste automatique, toutes les entrées étaient les bonnes et de la même manière que je pouvais pas l'empêcher de rentrer dans ma chambre ou de me faire avoir une discussion, fondamentalement je ne pouvais pas l'empêcher d'affecter comment je me sentais et je ne pouvais pas l'empêcher de me contrôler. Je pouvais pas me défendre là-dessus au bout d'un moment. Au début c'était pas comme ça, mais on a glissé vers cette logique à un moment et on n'en est plus sorti. Parce que elle voulait pas que je parte, et moi j'avais besoin de partir, et je suis pas parti, et du coup, au bout d'un moment j'étais complètement sous contrôle. Et elle était ok avec ça, cette personne était ok avec ça. Donc cette personne pouvait en gros m'éteindre, me faire me sentir coupable. J'en étais à un stade où je faisais toutes les tâches ménagères et je me sentais coupable de pas en avoir fait assez. Je me sentais coupable du fait que ce soit pas assez bien. Je me sentais coupable quand cette personne se sentait mal, je me forçais à aller bien quand elle allait bien, histoire de ne pas gâcher son bonheur. Notez que l'inverse était absolument jamais le cas. C'est un truc que je partage avec beaucoup de femmes en fait. La charge mentale, la charge émotionnelle, tout ça, ça vient comme ça s'impose parce que la personne en fait a un accès à comment tu te sens, parce que la personne te coupe de tes potes, et du coup, elle a un espèce d'accès exclusif à ton espace mental, ta chambre, elle peut rentrer, elle peut foutre le bordel, te tripoter si t'as pas trop envie. Et j'en étais à un stade où j'ai même affirmé à une pote qui m'avait vue chez mon ex, malheureuse, coupable et triste, puis dans un bar, souriante, marrante, heureuse et fière, et cette pote, je lui ai dit que je savais ce que je faisais, que j'étais bien, que c'était pas la faute de mon ex, etc. Alors qu'à l'intérieur, mon instinct de survie, il était à 10 000% en mode « mais putain, dis-lui que ça va pas bien ». Et mon instinct de survie s'est justement réactivé, même si je passais mon temps à essayer de le réendormir comme un réveil
qui t'a réveillé parfaitement à la bonne heure, mais comme par hasard tu te réveilles 1 heure plus tard à force de lui mettre des snooze, et ben mon réveil, c'est-à-dire mon instinct de survie, m'a hurlé de me casser au moment du 2e confinement parce qu'il savait que j'aurais vraiment plus aucune défense, que je serais complètement possédé et que probablement j'allais finir par me buter si je restais avec cette personne. Et donc je me suis enfui, au sens absolument littéral du terme, je me suis vraiment enfui, j'ai pris ce dont j'avais besoin et je me suis cassé. Et ça m'a mis dans un état très très faible. Donc déjà de base j'avais aucune défense, mais en plus j'avais perdu cette illusion dont on a souvent besoin dans la communauté, qui est que tout va bien, qu'on est intégré un peu à la société, etc. et que tout va bien aller. Non, ça ne va pas aller, tu es dans une société qui veut ta mort, donc tu vas pas aller bien, à moins d'être entouré de gens qui sont cool et que t'es pas dépendant d'eux. Du coup, et la première étape, ça a été d'assurer ma propre survie, en essayant de ne pas mourir de faim et de ne pas me retrouver à la rue. Bon, ça n'a pas duré très longtemps parce que j'avais quand même fait du taf administratif, donc j'avais un peu du fric et j'avais quand même des gens très très bien autour de moi, merci tout le monde, qui m'ont évité ce genre de soucis. Mais du coup, le truc c'est que depuis longtemps, j'avais pas assuré moi-même ma propre survie, j'avais toujours été dans un espèce de truc de codépendance chelou et du coup, ça fait que j'ai commencé à vivre ma propre histoire. Et comme j'ai survécu à des trucs un peu difficiles, mais que j'ai même survécu avec un peu la classe, et ça a commencé à me donner une certaine fierté. D'ailleurs, je pense que c'est bien de cultiver une espèce de fierté de survivre. C'est très important d'être fier de survivre. C'est la fierté importante. Tu vois, ça c'est une fierté qui sera très difficile à récupérer. C'est très difficile de rainbow washer l'envie de survivre quand t'es à moitié à la rue, tu vois. Tout ça pour dire que la première étape c'est de développer une certaine fierté parce que, enfin la première étape en fait c'est de survivre et du coup les choses qui vont s'en sortir vont te permettre de lever des défenses mentales plus importantes. La suite ça a été que quand ma survie était à peu près assurée et que je commençais à reprendre le contrôle de ma propre histoire puisque c'était moi qui écrivais les dialogues, vu que j'étais toute seule. Et ça fait que j'ai eu le droit de m'énerver, par exemple. J'avais le droit de gueuler quand je voulais. Et j'ai pleuré toute la période abusive dont je parlais, j'ai pas pleuré. Pas parce que je suis forte, mais parce que j'avais fermé ma boîte à émotions. J'avais comme une espèce de placard avec toutes mes émotions dedans, et je l'avais complètement barricadé pour pas montrer que j'allais mal. C'est un silence, hein, les placards fermés, c'est des silences, et c'est ce qui fait qu'en fait on dit pas quand on a mal. Et là il s'est ouvert, donc j'ai gueulé sur tout le monde, j'ai pleuré, j'ai crié, machin. Mais comme je devais quand même faire un stage, il fallait que je contrôle un peu à qui je parlais, devant qui je faisais des crises, et donc évidemment pas trop là où il fallait pas que ça se voit. Donc j'ai fait du sport pour pas péter un câble, j'ai aussi créé des trucs. Bon, j'ai quand même pété des câbles, mais à des endroits où les gens ne le voyaient pas. Et du coup, ça a permis que je développe une certaine fierté, parce qu'il s'avère que je suis devenu plutôt encore plus belle gosse en faisant du sport. Et que ce que j'ai créé, j'en suis quand même assez fier, tu vois, j'ai fait des vidéos, tout ça. Et du coup, avec cette fierté, j'ai pu me reconfronter au monde et me rendre compte que tout le monde me définissait absolument par rapport à mon ex. Et ça va vous arriver si vous êtes dans une situation d'abus vis-à-vis de quelqu'un. Tout le monde va vous définir par rapport à votre taf, tout le monde va vous définir. En général, pour vous abuser, que ce soit conscient ou pas, la personne qui a dans l'abus vis-à-vis de vous va vous couper des gens autour de vous. Et donc vous allez vous retrouver logiquement collé à elle en permanence, elle va envahir aussi vos cercles de potes. Et donc ça fait que tous mes potes me définissaient d'abord par ma relation avec cette personne, se demander si j'allais me remettre avec, toutes ces questions-là. Et du coup ça fait qu'il faut, tu reprends sur les béquilles et on te demande d'être fort comme si tu allais faire un aller-retour dans les Alpes. Donc c'est un peu dur, tu te prends un peu des gamelles, mais du coup comme tu dois pas te défendre du mal absolu qui te contrôle totalement, et simplement de tes potes un peu relous, et en même temps être soigné par les potes pas trop relous, ça fait que du coup tu peux de nouveau maîtriser un peu ton flux, à la fois d'émotions, mais aussi de la porte, tout simplement, de à quel point tu t'ouvres aux gens, à quel point ton espace mental est ouvert ou fermé aux gens. Et ça fait que du coup tu peux développer plus de fierté, tu peux sortir les trucs qui devraient pas y être, tu peux rentrer dans un cycle de guérison en fait. Et ça c'est très très bien. Mais attention, moi j'ai plusieurs potes différents, c'est pas un acquis. Ça, des fois on n'a pas beaucoup de potes et du coup il faut pas rentrer dans une logique où on a besoin des gens pour guérir. Si on rentre dans une logique de relation-pansement, ça recrée des trucs oppressifs et c'est pas une bonne idée du tout. Parce que en fait on remplace un oppresseur par un autre oppresseur potentiel et en plus potentiellement des gens avec qui on aurait pu avoir des relations très très cool. Mais du coup, à force d'explorer,
on peut trouver des gens qui vaillent le coup, qui peuvent nous aider. Et en plus, on peut même éviter pas mal d'embrouilles parce que du coup, comme on essaye d'éviter d'être toujours sur le même groupe, mais qu'en même temps on a besoin de parler de ce qu'on ressent, les gens nous parlent de ce qu'ils ressentent, on peut même rentrer dans une logique de guérison collective en fait qui peut être ultra saine. Et la suite du parcours pour moi, enfin tout au long du parcours, j'ai dû apprendre à faire un truc qui est très important, c'est couper les signaux. Quand quelqu'un te manipule, tu peux toujours essayer de savoir si la personne ment ou pas, et ça va t'obséder, mais en fait tu as déjà perdu quand tu penses à cette question. Il faut verrouiller la porte pour cette personne. Il faut que, par les réseaux sociaux, clac, fermé. Je vais pas essayer de montrer que t'es un connard, je vais pas péter un câble sur les réseaux en t'insultant, etc. Si t'es un manipulateur, tu vas pouvoir retourner ça comme tu veux. Si t'es manipulé, tu vas juste passer pour un con. Donc tu claques sur les réseaux sociaux. Je fais la maline, mais c'est une pote qui m'a dit de le faire, et si elle m'avait pas dit de le faire, je sais pas si j'aurais eu le courage de le faire, et je sais pas si je me serais pas retrouvé encore une fois à replonger, à me refaire bouffer le cerveau. Donc j'ai cette pote qui m'a dit ça, et clac, verrouillé sur les réseaux. Et puis clac, quand les gens m'en parlaient, j'ai pas envie d'en entendre parler, je m'en fous de ce qu'elle fait, je m'en fous de ce qu'il fait à l'échelle locale, politique, machin, je m'en fous, j'ai pas envie d'entendre de ces nouvelles. Et puis à un moment quand même il a fallu que j'y aille, mais comme j'avais développé cette fierté, que ça faisait un moment, que j'avais commencé à remettre mes barrières, etc. Quand j'y suis allé pour déménager le reste de mes affaires, je pensais qu'elle essayait d'entrer dans ma tête, je pense que inconsciemment ou pas, il y a eu une tentative de faire ça, mais honnêtement, clac, je m'en fous des stratégies de cette personne. Ce qui compte pour moi, c'est que à ce moment-là, j'ai pu y aller, me rendre compte que j'avais quand même survécu à des trucs super lourds. Je sais pas ce que cette personne avait fait, mais je m'en fous, honnêtement. J'ai juste vu que la personne était beaucoup moins forte que ce que j'imaginais, qu'elle n'était pas aussi forte que moi en fait à ce moment-là. Parce que moi j'avais dû assurer ma survie, que de base j'assurais grave, que de base je suis une meuf stylée en fait, et que cette personne s'était appuyée sur moi et que donc elle n'était pas aussi... Je pensais qu'il allait y avoir une confrontation, et au final je me suis dit s'il y avait une confrontation à ce moment-là, que ce soit physique, mentale, émotionnelle, sociale, j'aurais tout éclaté. Parce que même si je pense avoir moins de thunes, je pense avoir plus galéré, je suis beaucoup plus solide sur mes appuis maintenant parce que j'ai dû apprendre à survivre, quoi. Et du coup, je me suis dit putain. Ah oui, et petite anecdote, j'ai croisé mon putain de voisin super chiant qui m'a harcelé, qui m'a gueulé dessus comme un connard tout le moment où j'habitais là-bas. Et c'est lui qui m'a ouvert le portail, et il avait une tête de dépressif, j'étais en mode karma dans ta mère le gars, et du coup je m'en allais comme ça. Et du coup voilà, ça m'a rendu plutôt heureuse, surtout de récupérer mes affaires, c'était cool. Et du coup je peux le dire maintenant, j'ai des amis, j'ai de la fierté, j'ai mon espace mental, il est rempli à 90% de trucs dont j'ai pas honte, dont je suis même assez fier, que je peux partager au monde. Je fais de l'art. Je vais passer mon permis, je vais valider mon niveau d'anglais, je vais sortir un album. Je suis heureuse en fait, un peu. Du coup, voilà, je voulais vous dire un peu tout ça. Je voulais vous dire ah oui, un truc important du coup, puisque c'est pas que mon histoire. Voilà, regardez-moi, je suis magnifique. Mais non, en fait, l'important c'est que je pense qu'on a besoin collectivement de faire face à notre vulnérabilité, ça je le dis tout le temps, mais je pense que le gros obstacle, c'est justement qu'on n'ose pas s'ouvrir. Et c'est pour ça qu'il faut développer une espèce d'art martial de l'espace mental, si on veut, de savoir se fermer quand il faut, se fermer aussi plastiquement avec les personnes, pas rester à la même ouverture tout le temps. Il y a des gens à qui il faut pouvoir s'ouvrir plus parce qu'ils en ont besoin, et que toi aussi tu en as besoin des fois de t'ouvrir, spécialement sur les questions de pauvreté, racisme, etc. Mais aussi avec des gens à qui il faut plus se fermer, voilà. T'es pas obligé d'envoyer chier les gens, mais couper les signaux, ça marche très bien en fait. Parce que tu peux toujours essayer de gagner un combat, mais en fait les gens qui sont sur le terrain depuis tout le temps, tu peux pas gagner le combat contre eux parce que toi tu as autre chose à faire de ta vie. Et j'aimerais que vous parliez plus souvent d'espace mental, parce que j'avoue que définir l'extrême niveau de violence que j'ai vécu autrement que par le terme cette personne a envahi mon espace mental, a brisé mon consentement de ce point de vue là, etc., ça aurait été très compliqué. J'avoue que juste dire que sinon j'ai du mal à expliquer pourquoi j'ai fait tous ces trucs qui m'ont fait du mal, je suis resté autant dans le déni, etc. Et en même temps j'étais clairement pas heureuse, et si j'avais juste été complètement libre de mes choix, je serais partie beaucoup plus tôt. Même notre relation n'aurait probablement pas glissé aussi loin dans l'abus parce que je me serais pas laissé faire. J'aimerais que les gens parlent d'espace mental, parce que je pense qu'on est une génération qui peut parler beaucoup plus de ces choses-là. Je veux dire, nous, quand on nous a appris à fermer notre gueule, on a fait semblant de fermer notre gueule, et puis après on allait se plaindre sur internet.
Résultat, c'est ce qui fait que le féminisme, par exemple, est aussi central dans les questions actuelles, c'est que les fachos sont anti-féministes parce qu'ils veulent pas qu'on parle des émotions, ils veulent pas faire face à leurs émotions, ils veulent rester dans une logique toxique et autodestructrice. Avant même de devenir destructrice pour nous, elle est très autodestructrice pour eux. Et nous-mêmes, si on a autant de problèmes, c'est que on est ensemble sur les réseaux, que les algorithmes prennent nos émotions qui sont saines et qui sont nécessaires, nos colères, nos tristesses, et en font des trucs massifs, en font des trucs qui vont tout détruire sur leur passage. On est très légitime à se sentir affecté parce que quelqu'un est une turf, mais comme on a des relations parasociales avec les gens, et qu'on est parfois 10 000 sur le dos d'une personne, on se retrouve à tous pointer des flingues les uns sur les autres, parce que potentiellement, si on est 10 000, mais qu'en même temps, on tient de manière vitale à ce que ce youtubeur reste sympa avec nous, alors que cette personne ne sait pas que vous existez, cette personne, elle tient les clés de votre bonheur, et nous, on tient les clés de sa survie. Du coup, on a envie d'être la team vulnérable qui va régler les problèmes et tout, et on se retrouve à tous se pointer des flingues dessus. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il faut revenir un peu à la vie, faire tous ces trucs-là. Et donc voilà, j'aimerais vous entendre parler d'espace mental. Je pense que c'est très important, et surtout ça permettra peut-être de développer une pensée de la violence qui va être un peu plus complexe que juste est-ce qu'elle t'a tapé, est-ce qu'elle a fait ça, est-ce que machin, est-ce que truc. Du coup, pour fêter ça, pour fêter ma nouvelle vidéo, je vous ai fait une chanson qui s'appelle La chanson des loups. Et je garantis pas que ça sera très bien chanté. Mais d'abord, je vais vérifier que la caméra tourne toujours et récupérer ma guitare. 21 minutes. Ok, comme la dernière fois, je vais vous faire une chanson à la fin. C'est une chanson que j'ai écrite parce que j'ai une petite réflexion spiritualiste sur les animaux, etc. Donc ça doit faire. Ça sonne bien, hein? C'est le piano qui fait tout le taf. Du coup, je voulais encore une fois vous dire d'utiliser le terme espace mental ou un truc du genre. J'ai envie que vous parliez de ce qui se passe dans vos têtes, c'est très important. Et du coup, je vais faire la chanson des louves, même si j'ai la voix niquée parce que j'ai fait 50 prises. Complimentez-moi sur ma voix, par pitié. Ok. Je vivais dans le noir, à l'abri des miroirs. Je vivais sans espoir jusqu'à vos regards. Mes vieux amis de bonheur m'ont rempli. Être regardé m'a sorti de la folie. Mais j'étais trop dense, j'étais trop trans. Et pour vous trop humaine, d'où l'abandon sans haine. Et pour parler de ce que je sentais, c'est mon cœur que vous ignoriez. Car j'étais votre chien, heureux pour rien, donc écarté de votre humanité. Je n'étais rien sans vous très cher. Vous étiez mes maîtres et je nous croyais frères. Je ne tiens pas debout, je fais mal semblant. Je ne suis pas un chien, un homme, pas vraiment. Car être une femme dans un corps difforme, chercher le regard aimant d'un homme, le trouver chez une inconnue, être bien traité, et puis plus j'entre dans ma tête, fouille ton bordel, j'étais heureuse, plus rien n'est réel. Je m'excuse et fais toutes les tâches, je nettoie, fais les courses sans attache. Dans mon âme, un incendie, j'ai éteint mon instinct de survie. Tu m'as appris à faire semblant d'être une femme humaine qui prétend être heureuse et aller bien, mais mon vécu est bien plus malsain. Je ne suis ni femme ni homme, je suis un chien sans maître, pas une bête de somme.
C'est dans les déviants que je me retrouve, car je ne suis pas une femme, je suis une louve. Et ma meute s'étend dans le noir, elle s'étend dans le néant. C'est là qu'on trouve les paumés, les aveugles à mon cri se sont ralliés, les moches, les pauvres, les déglingués. Pour eux mon amour n'est pas gâché, et dans ma meute sont acceptés des rats aux insectes, des loups aux araignées. C'est dans la nuit que cette armée noiera les hommes pour l'éternité. C'est dans la nuit que cette armée noiera les hommes pour l'éternité. C'est cool, hein? Ouais, ma voix est probablement pas au max parce que bah, j'ai trop fait de prises, malheureusement. Abonnez-vous, mettez un commentaire.